Mobility TV, un premier échange autour de la norme, son univers impitoyable, ou si vous préférez, faut-il avoir peur du WLTP? Pour cet échange, Guillaume Crunel, qui est le responsable des activités automobiles de Deloitte, en charge de ce segment de marché depuis bientôt 5 ans, mais 22 ans de Deloitte, un événement considérable. Et puis Laurent Benoît, indispensable aujourd'hui parce que le président de l'UTAC est peut-être d'abord là pour nous dire qu'est-ce que c'est que l'UTAC finalement. On en parle en longueur de gazette, mais oui, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et en plus, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes UTAC, Seram? Seram, oui. Alors l'UTAC, c'est quoi? Tout d'abord, bonjour. Alors l'UTAC, c'est avant tout une société privée, qui n'est pas publique du tout, et qui travaille depuis 1945 dans le monde de l'homologation de tout ce qui est véhicules routiers, les automobiles, les camions, les motos, etc., tout ce qui roule, et qui a une délégation de services effectivement techniques pour cela, de la part de l'administration, pour tout ce qui est homologation. Et on a également d'autres métiers, comme des métiers d'essai, de testing, des métiers d'événementiel, des métiers de certification. Donc on a une large palette de métiers, mais quand même assez tournée autour des véhicules routiers et de l'automobile. Bon, et au passage, vous avez épousé cette demoiselle Seram? Alors, Seram, c'était effectivement le nom d'une société effectivement qui détenait un centre d'essai dans le nord de Paris, à Mortefontaine, et qu'on a racheté en 2008. Et j'ai créé le groupe UTAC Seram en 2013, de la fusion effectivement de ces deux sociétés. On a bien entendu, vous ne dépendez pas d'un ministère de l'Industrie, Non, c'est une société privée, même tellement privée que depuis janvier, notre actionnaire principal s'appelle FCDE. C'est un fonds financier qui aide au développement des entreprises en pleine croissance, comme l'UTAC l'est aujourd'hui. Mais c'est de l'argent français quand même. C'est de l'argent totalement français. Vous êtes éminemment d'actualité, vous acceptez de le dire. Ça vous aide, vous êtes en plein développement. UTAC, c'est quoi, 500 personnes? C'est un peu plus de 500 personnes. On est sur un ramp-up, c'est une augmentation d'effectifs de plus de 100 personnes par an, effectivement. Et si on traverse la rue et qu'on est un jeune ingénieur, avec un peu de chance, on peut trouver du travail chez vous? Bien sûr, on les accepte bien volontiers. Est-ce que l'actualité s'est chargée de vous donner un surcroît de travail? J'ai dit tout à l'heure, faut-il avoir peur de WLTP? Alors le WLTP, effectivement, et donc alors on peut peut-être commencer par qu'est-ce que le WLTP? Ce serait peut-être un petit peu plus simple pour tout le monde. Le WLTP, en fait, c'est une réglementation qui est là pour mesurer les émissions de polluants, le CO2 des véhicules, de façon la plus juste possible, on va dire. Et ce WLTP est apparu suite au Volkswagen Gate. En fait, ça a provoqué une création de ce WLTP. Ce WLTP était en cours de réflexion au niveau européen, mais n'était pas encore finalisé. On avait, avant 2018, un cycle qui s'appelait NEDC, mais qui datait de 1970, plus exactement. Et ce cycle, c'est quoi exactement? Pour mesurer les émissions polluantes d'un véhicule, on ne va pas sur la route depuis très longtemps. On est dans des laboratoires, sur des bancs à rouleaux qui représentent la résistance à l'avancement du véhicule, et on va mesurer toujours de la même façon tous les véhicules avec un cycle qui représente un cycle de roulage, donc qu'il faut suivre très précisément sur les rouleaux, et qui va représenter une zone urbaine, une zone périurbaine, une zone plus rapide. Mais ce cycle était très vieux, et donc les conditions étaient plus représentatives de ce qui se passait en Europe, et donc le WLTP est arrivé pour justement remettre des conditions de roulage beaucoup plus propres et beaucoup plus proches de ce qui se passe tous les jours. À titre d'exemple, par exemple, la vitesse moyenne sur un cycle WLTP est de 47 km/h, là où l'ancien cycle était de 20 km/h. Donc voilà, on a des conditions plus proches de la réalité. Ça veut dire qu'on a durci les normes, le système à cause de ce Dieselgate? Alors, déjà, le cycle ce cycle-là est beaucoup plus représentatif des conditions de vie réelles et de ce que le client va véritablement émettre comme émissions polluantes, comme CO2 tous les jours. Et effectivement, après le Volkswagen Gate, en fait, la réglementation européenne a ajouté, c'était aussi réfléchi depuis fort longtemps, et elle a additionné, avec ce nouveau cycle qui est plus long, donc qui prend un peu plus de temps, elle a additionné aussi en disant, mais finalement, les tests en laboratoire, c'est une chose, mais c'est pas
pas forcément suffisant. Il faudra aussi aller sur la route et mesurer les émissions dans des conditions réelles sur la route. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que l'on rajoute un petit ustensile à l'arrière des véhicules qui va mesurer les polluants de façon moins précise que dans un grand laboratoire, mais qui va mesurer les émissions de ce véhicule. Et ce véhicule, vous avez, là encore, vous allez en ville, vous allez sur des routes de campagne, vous allez sur de l'autoroute, vous mesurez les conditions. Et donc, effectivement, la nouvelle réglementation européenne, elle est plus précise, avec des essais en laboratoire plus précis et aussi des essais sur route. Et effectivement, la somme des deux fait que la charge est quand même beaucoup plus importante en homologation. Et ce qui correspond à la question que vous aviez initialement, qui est, mais la charge est plus importante. Et effectivement, on a eu donc, puisque cette réglementation, comme toute réglementation, avait une date d'imposition qui était septembre 2018, et bien, il fallait avant septembre 2018 homologuer beaucoup de véhicules. C'est ce que l'on a fait avec nos clients. Et on en a beaucoup entendu parler en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont eu plus de problèmes que nous, finalement. On imagine, Guillaume Crunel, que, en dehors du fait que vous soyez Deloitte, que ça a dû singulièrement impacter l'univers de l'industrie automobile? Alors, je pense que oui, ça l'impacte, mais ça l'impactera de toute manière à terme de manière positive, parce que ça vient résoudre, ou en tout cas partiellement, ça va dans le bon sens, puisque ça vient clarifier un certain nombre d'incompréhensions entre ce que les gens constataient de leur véhicule en termes de consommation, ce qu'on leur a annoncé quand même. Une voiture à 5 litres, on en mange 8. Et du côté des constructeurs, quelque part, simplement le fait de se conformer de telle ou telle manière à des exigences réglementaires qui étaient celles qui étaient en vigueur et qui, comme l'a été rappelé par Laurent, avaient une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Il s'est passé des choses en automobile depuis ce temps-là. Donc tout ça c'est quelque chose qui va dans le bon sens. La réalité, c'est que les conditions de roulage du WLTP, de toute manière, sont probablement plus proches de la réalité, mais sont de toute manière fausses par rapport à la réalité, mais on se rapproche vers quelque chose de plus proche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va redonner un peu de visibilité. Et ce qui est important, pour les industriels, c'est le temps long. C'est la capacité à avoir des règles qui ne changent pas tous les jours et sur lesquelles ils puissent se baser pour développer des véhicules, des plateformes sur une période plus longue. Donc il y a une vertu là-dedans. Maintenant, la vraie problématique, dès qu'il y a changement, il y a des problématiques de changement. C'est quand je passe d'un instant A à un instant B, et j'avais des véhicules qui étaient homologués, d'autres qui ne le deviennent plus. J'ai deux normes qui se chevauchent en même temps, et puis on a des impacts qui sont liés tout simplement à des impacts fiscaux assez simples. Vous avez aujourd'hui un système de bonus-malus et de TVS sur les véhicules de société qui sont indexés sur les consommations de CO2. Je passe d'une condition de roulage à une autre, l'impact fiscal change. Ça joue beaucoup dans le monde français où les flottes de véhicules sont à peu près l'équivalent du marché du véhicule particulier. Donc tout ça a des impacts qui sont à prendre en compte. Ça va jouer sur le mix des véhicules, ça va jouer sur la manière dont les gestionnaires de flotte choisissent et définissent leur parc. Tout ça fait que nous vivons une période de changement, donc une période un peu plus chahutée, mais les Français s'en sont plutôt bien tirés. Vous avez dit visibilité, est-ce qu'il ne faudrait pas dire aussi crédibilité ? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, le temps du réglementaire est évidemment plus long que le temps du technique. Là, on était probablement arrivé à la fin d'un exercice, une norme de 50 ans, évidemment. On pense bien que, je ne sais pas si on est capable tous de citer un modèle de véhicule qui roulait au moment où on avait inventé les premières normes. Donc là, il y a quelque chose qui rend de la crédibilité. On est sur des normes, les normes d'aujourd'hui, probablement ne correspondront pas aux véhicules de dans 30 ans ou 40 ans s'il y en a qui sont très différents. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de se rapprocher de quelque chose un peu plus proche de ce qu'on vit tous les jours quand on conduit sa voiture. On a fait le ménage, Laurent Benoît ? Oui, je crois que c'est une norme qui est quand même très exigeante, avec donc ces deux clauses. Et je crois qu'un véhicule aujourd'hui qui est homologué qui suit cette réglementation est un véhicule propre, quoi. En tout cas, avec un niveau d'exigence très élevé, quoi. Est-ce qu'on s'est préoccupé de l'utilisateur, le fameux couillon d'automobiliste, celui qui pleurniche quand on touche au prix du diesel, et celui à qui on dit ta vieille brouette, il va falloir la mettre au rencard? De toute façon, il y a des choses
répondrai pas directement à cette question. Mais ce qui est clair, c'est qu'on vit une période de transition de toute manière, et qu'une période de transition vers une mobilité qu'on veut plus vertueuse, qui consomme moins et qui émet moins, c'est un souhait global partagé à la fois par la société et par l'écosystème automobile, a besoin d'une norme qui permette de le mesurer le plus finement possible. Alors évidemment, tout ça, c'est compliqué, hein, comme ça a été expliqué, la nouvelle norme fait que de manière mécanique, vous émettez plus que précédemment. Alors ça dépend des modèles, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, quelque part, dans votre système de bonus-malus, ça fait que votre voiture, elle peut prendre 6, 8, 10, 20 grammes de CO2, et donc vous avez un malus qui est plus important. Alors le législateur l'a d'une certaine manière pris en compte, hein, puisqu'on a repoussé l'adéquation, je dirais, du bonus-malus sur cette nouvelle norme à 2020, et il y a donc un système de péréquation aujourd'hui qui est fait pour rester sur l'ancien niveau de taxation, avec des frottements. Ce sont toujours des péréquations qui sont faites, c'est jamais extrêmement précis, mais en tout cas on a pris en compte, il a été pris en compte ce problème de changement pour qu'il n'y ait pas un choc fiscal pour le consommateur direct et important. Ça, c'est de la politique. Est-ce qu'on est dans un registre qui tangente à la politique, qui confine à la politique? Vous avez l'impression, vous, d'appliquer une politique, de faire une politique? Je voulais simplement déjà compléter là, par rapport à l'utilisateur du véhicule, où effectivement, historiquement, avec l'ancienne norme, entre ce qu'il mesurait en consommation réelle et la consommation dite constructeur, il y avait quand même un gros écart, celle qui a été homologuée. Avec le WLTP, on réduit fortement cet écart. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, je vous ai dit, il y a deux façons de mesurer, une en laboratoire et dans la vie réelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2020, on va commencer à mesurer aussi la consommation en vie réelle avec notre dispositif là. Et il faudra que la consommation réelle mesurée soit assez proche de celle affichée. Et donc on va aller vers quelque chose qui va être le plus juste possible pour le consommateur. J'en reviens à la politique. Alors vous avez l'impression d'être le bras armé des politiques en matière énergétique et automobile? Non, mais je dirais qu'il fallait quelque chose. Je dirais en tout cas qu'il fallait sévériser la réglementation et la rendre beaucoup plus juste, et qu'il fallait faire ce pas-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est un nouveau... effectivement, les industriels, pour eux, c'est quand même un gros gap et des gros investissements et autres, et il faut laisser après du temps, avec ce cycle-là, pour progressivement sévériser les niveaux, mais pas tout changer, pour qu'effectivement, il y ait un sens et puis un investissement qui soit rentabilisé pour tout le monde, quoi. Comment faisaient les tricheurs, puisqu'on a cru comprendre qu'il y avait des gens qui avaient tripoté l'instrument de mesure? Parce que les conditions finalement d'un simple essai en laboratoire étaient assez simples, et finalement qu'elles pouvaient être contournées assez facilement. Je ne sais pas, par exemple, vous mettez un détecteur c'est un cycle type avec une phase de ralenti, une accélération après, et si vous aviez dans un calculateur quelque chose qui vous disait si au bout de tant de secondes je suis toujours à ralenti et que j'ai une accélération juste de telle valeur au bout d'un certain temps, j'ai quand même des chances d'être dans un cycle. Donc c'était possible. Ça devient beaucoup plus compliqué avec la nouvelle réglementation, puisque vous allez après dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous êtes dans les bouchons, vous êtes donc il y a vous ne pouvez pas anticiper quoi que ce soit, et donc vous êtes beaucoup plus réaliste, quoi. Guillaume Grunel, comment est-ce que l'industrie automobile, le client de Deloitte, va devoir s'adapter? S'adapte-t-elle? Est-elle en mesure de suivre, ou est-ce que c'est pas toujours elle qui est à la remorque du politique qui fait ça parce que c'est son métier, quoi, finalement? Alors les industriels n'ont pas découvert la norme au 1er septembre 2018, hein, c'est quelque chose qui est annoncé depuis relativement longtemps. Déjà pour les nouveaux véhicules, c'était en place, enfin les nouveaux modèles en place depuis septembre 2017. Ouais. Donc c'est pas une nouveauté. La question, c'est comment on s'y prépare et est-ce qu'on est prêt à temps. Là, c'est la problématique de tous les industriels avec des stratégies différentes. C'est de s'inscrire dans des plans produits qui étaient différents d'un industriel à un autre, et donc une capacité à être en ordre de marche, puisqu'il y a eu un inventaire qui a été fait dans les motorisations. Il y a des motorisations qui ont été sorties des catalogues, hein, d'autres qui ont été améliorées, d'autres des réglages différents
différents qui ont été trouvés. Enfin, il y a plusieurs solutions qui ont été trouvées. Mais ça, l'industrie, quelque part, c'est son histoire de s'adapter aux réglementations et aux normes. Et ça a toujours été le cas. Donc, ils se préparent, ils se sont préparés. Il y a une date butoir, évidemment, là, on fait les comptes. Certains s'en sortent un peu mieux que d'autres. Bon, ça, c'est toujours la même chose. C'est pareil que pour les ventes. Il y en a qui en vendent plus que d'autres. Maintenant, sur le fond, ce qui est important, de mon point de vue, c'est que là, on a un nouveau mode de mesure qui est vivant, hein, comme on l'a expliqué, ce qui est dans l'air du temps. Il faut que ça reste stable maintenant pour que les investissements qui sont lourds, qui ont été engagés, puissent trouver une rentabilisation chez ces constructeurs. Vous ne pensez pas que les politiques sont tentés de resserrer un peu plus le garrot? Vous savez, le garrot, c'était pour étrangler les gens lentement et jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense que la problématique là, elle est vraiment entre ce qu'un consommateur, un client constate et ce qu'on lui annonce. Elle est vraiment là, la problématique. On parle de Dieselgate. Le Dieselgate, c'est une crise de confiance, à un moment entre ce qu'on m'a dit et ce qui est la réalité. Oui. Avec une triche quand même, au passage. Oui, mais ça, c'est le domaine du... Les tricheurs étaient minoritaires quand même, dans le dispositif. Il n'y a pas eu tant de tricheurs que ça d'identifier, quoi. Et ce sont les plus rudement sanctionnés. Ouais. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir la tentation de contourner finalement, passer à côté de vous, monsieur Hutak? Je crois que pour le vivre, puisqu'on le vit de l'intérieur, il y a vraiment une volonté depuis le Volkswagen Gate d'avoir ce qu'on appelle une compliance la plus totale possible de la part de tout l'écosystème automobile, à commencer par les constructeurs, de vraiment être dans la règle et d'appliquer la règle, etc. Et ça... je pense que là, ça permet de partir d'un nettement meilleur pied pour la suite, et sachant que de toute façon, on va remettre en place beaucoup de dispositifs, hein, puisqu'on va faire de la surveillance du marché, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la surveillance du marché qui va être appliquée, qui va aller chercher des véhicules et vérifier s'ils sont toujours bons ou pas, parce que c'est bien d'homologuer, mais c'est encore mieux d'aller vérifier que la production, 1 an, 2 ans après, elle est toujours conforme. Donc, on part d'un bon pied. Moi, ce que je constate, c'est un assainissement c'est plutôt assez sain ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Sachant que effectivement, le WLTP, c'est compliqué. Il y a le WLTP, mais il y a aussi les normes de CO2, comme disait Guillaume. Et en fait, c'est un champ de contraintes qui est assez énorme pour les constructeurs pour dire vers quel type de motorisation il faut aller dans l'avenir. Laurent Benoît, au passage, j'ai constaté que vous parliez soigneusement de Volkswagen Gate et pas de Dieselgate. Oui, parce que vous préservez les industriels français. On a toujours appelé Volkswagen Gate, oui, ouais. Et on a toujours appelé Volkswagen Gate. Est-ce que les industriels français de l'automobile ont mieux vu venir le coup, est-ce qu'ils sont plus de déontologie, plus de rigueur, plus de vertu? Je n'ai pas de commentaire particulier sur le sujet. Très clairement, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Là, je lis la presse comme vous, en termes de passage du 1er septembre cette année, avec des gammes qui étaient plutôt prêtes, qui avaient été plutôt bien préparées. C'est ce qu'on a pu constater. Donc là, je ne peux que me féliciter, en tout cas, de ce bon passage. Après, il n'y a pas d'autres éléments à ajouter là-dessus. Il y a manifestement chez nos constructeurs une bonne préparation. Merci Guillaume Crunel. Dernière question pour vous, Laurent Benoît. Que deviendra l'UTAC en 2040 quand il n'y aura plus que des véhicules électriques et des patinettes électriques? Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde passionnant parce qu'on est en pleine révolution automobile, hein, de la mobilité en fait. Hein. Et aujourd'hui, donc, on a beaucoup parlé des émissions polluantes et de la propulsion. Il se passe beaucoup de choses sur les véhicules autonomes et connectés. Et donc là, il y a des ruptures énormes et une évolution énorme de l'automobile qui va arriver et on est en plein dedans. Et donc on est aujourd'hui en train de réfléchir à comment on va appréhender tous ces sujets-là, y compris sur la partie homologation, parce qu'homologuer un véhicule autonome, c'est pas la moindre des choses, hein, de dire à partir de quand un
véhicule autonome va être capable de pouvoir rouler avec le niveau de sécurité que le client est en droit d'attendre. On verra. Donc l'avenir est pour nous radieux. L'automobile a de beaux jours devant lui, mais c'est vrai que c'est des jours où tout le monde doit se remettre en cause sur son modèle économique, sur ses compétences. Et nous, l'évolution, on peut vous parler tout à l'heure d'ingénieurs et autres. Et aujourd'hui, on va plus d'un monde de la mécanique vers un monde du logiciel, hein, très clairement. Merci à vous, Laurent Benoît, président de l'UTAC, et merci à vous, Guillaume Crunel, de chez Deloitte, d'avoir participé à ce premier échange norme sur Mobility TV. Merci.